Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Wolfgang.com. Nous sommes avec Pierre Saez. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc tu exposes à la galerie Mono du 2 juillet au 14 juillet avec le vernissage qui se déroulera samedi 7 juillet de 18h à 21h, donc à la galerie Mono, 16 rue d'Ouessant, dans le 15e. Donc tu exposes ici tes tableaux, en tout cas une partie de tes œuvres. Est-ce que tu peux déjà nous donner un peu ton parcours artistique ? Eh bien, mon parcours artistique est très simple. Il est un peu comme chaque peintre au début. Il y a une partie qui est la première partie qui est l'attirance vers la peinture, l'observation des choses. Et puis, de fil en aiguille, je peins. Je peins déjà jeune. J'ai commencé à peindre, faire des crayons, des peintures. Et puis petit à petit, je me suis perfectionné sur des copies, comme la plupart des peintres qui font, comme à l'école, l'apprentissage, inspiré de différents peintres. Ça pour acquérir une certaine technique sur le classique. Une fois le classique réussi, non pas affiné mais réussi, j'ai commencé un peu à travailler sur le détail, donc approfondir le classique, pour plus tard m'en détacher et en venir à ma peinture propre qui est basée sur l'imaginaire. D'accord, donc là on attaquera plus de l'abstrait que ce que tu nous montres là pour l'instant. Pour l'instant tu fais ce que tu nous montres, c'est plutôt ta partie technique en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Oui. Ce que tu exposes c'est ta partie technique. Alors tu exposes en fait des courses, est-ce que tu les as tirées de photos ou c'est venu d'expérience, de l'amour de la voiture? Non, pas spécialement, non, c'est simplement une reprise un petit peu sur l'histoire de l'automobile, donc des premières voitures, des premiers circuits qui ont été, entre autres, à Chimay, dans les années 20. Donc les premières Bugatti, Amilcar et ainsi de suite, de toutes ces années de 20 à 30, qui ont donné un peu le démarrage un peu de cette technique, de cette machine, qui est devenue surpuissante. Donc c'est pour retracer un peu tout le cheminement de cette manifestation. Toutes les courses ont été répertoriées, qu'elles soient de Chimay, le circuit en Belgique, ou le circuit du Mans, ou les circuits anglais. Et de fil en aiguille, c'est devenu une façon de peindre, un thème apprécié, parce que il y a la puissance de la machine, il y a la carrosserie de la machine, qui joue aussi, la brillance, les éclats, les feux, quand les voitures s'éclatent malheureusement, mais aussi pour retracer un peu toute l'histoire de la machine. Donc ça permet d'avoir une variante de voitures dans des coloris qui sont flamboyants et de faire un topo avec tout ça de la Bugatti jusqu'au rallye. Donc retracer tout ce chemin. D'accord. Au même titre que la locomotive, les machines qui ont été depuis 1800 et quelques, les premières sur rail, jusqu'au diesel, aux dernières diesel. Donc là aussi, c'est aussi une puissance de machine et quand même à la fois un design extrême. Extrême. Quand on arrive sur les diesels qui ont été des carénages américains parfaits, dans un aérodynamisme parfait, ça démontre une certaine élégance aussi. Oui. Donc ce tout-là, aussi bien la machine automobile que train, c'est une spécialité, c'est aussi faire plaisir aux collectionneurs. Oui. Les collectionneurs sont là pour apprécier malgré tout les quelques peintures qui ont été faites sur ces machines-là, parce qu'il n'y a pas énormément de peintures sur la machine. Et tout ça, ça forme un tout, une spécialité, et pour en arriver à plaire. En tout cas, à afficher au moins ton trait, ta technique. Et maintenant que tu nous as expliqué un peu tous les tableaux qu'on voit ici,
Alors, les tableaux imaginaires justement, comment tu es arrivé? Donc, tu avais cette technique-là, et ensuite, j'imagine, comme tu nous l'as expliqué au début, que à un moment, tu as pris des idées. En tout cas, tu as commencé à regarder des idées un peu autour pour faire de l'imaginaire. Je pense soit Dali ou des choses comme ça. Est-ce que du coup, comment tu as scindé les deux peintures? Comment tu arrives à scinder les deux peintures? Alors, le thème de la machine, c'est une chose particulière. Mais ça ne vient pas de mon fort intérieur. Quand j'étais jeune, j'étais toujours en balade. J'habitais à la campagne. Et je me promenais souvent sur les chemins de campagne, dans les marais. J'avais beaucoup cette coordination avec les verdures, la nature. Et ça m'a toujours attiré. Ce qui fait que de temps en temps, ça m'arrive, il n'y a que le buissonnière, bien sûr, mais d'observer la nature. Et j'ai un vague souvenir comme quoi ça a été assez profond. L'eau, le climat, et le temps changeant, c'est toujours un recoin qui m'a attiré. D'accord. Donc, quand j'en avais fini, il y a déjà quand même bien longtemps, avec ces peintures classiques, dites classiques en reproduction, j'ai commencé évidemment à imaginer un peu différents points où j'ai pu aller. Et je me suis rendu compte que le fait de commencer à peindre la nature, j'ai eu un ressenti, un suivi qui était assez profond. D'accord. Donc, les premières toiles n'ont pas été évidentes, bien sûr, mais je me suis perfectionné assez aisément, chose qui était due à mon observation. Et j'ai pu pénétrer petit à petit dans ce monde qui est en fait intime, puisque c'est des recoins, ce ne sont pas des grandes envergures avec ciel bleu. On parle bien d'imaginaire, c'est-à-dire que tu retranscris une réalité à travers le prisme de ton regard. Oui, c'est ça. Et du coup, alors moi j'ai pas eu la chance de voir toutes tes toiles, mais du coup, cet imaginaire, tu as besoin de l'exprimer sur des couleurs, ou c'est plutôt des sensations ou des formes? Au départ, non, c'est pas le besoin d'exprimer une couleur. Enfin, c'est un tout, de toute façon. Oui, c'est un tout. La couleur va avec le lieu. Et non, c'est une ambiance, c'est un peu une fuite. C'est pas péjoratif, mais c'est à la fois une fuite et une scène de théâtre. C'est assez précis de dire une scène de théâtre. Parce que le fait de créer, il faut dire qu'au fur et à mesure, la technique venant, ça m'a permis d'approfondir un nénuphar, quelque chose qui soit à même lot, et de poursuivre un petit peu les détails. Le fait donc, l'imagination étant là, on crée après assez facilement un fond marécageux, par exemple, une profondeur de sous-bois. Et le fait de détailler permet de se fixer dans la peinture. Ça donne un peu le reflet d'un rêve. Alors, j'ai souvenir vague d'après certains ethnologues américains qui étaient dirigés par des sorciers. Le sorcier disait à cet ethnologue, si tu veux rester dans un monde mystérieux, tu peux être guidé par ton rêve. Tu seras guidé par ton rêve en maintenant, si tu as la possibilité de rester dans ton rêve et qui ne fuit pas, tu dois prendre un objet dans ce rêve-là. Tant que tu as l'objet en main, tu pourras suivre ton rêve, tu pourras rester dans le rêve. Et ben c'est un même effet pour la peinture. En ce sens où l'imaginaire étant là, on maintient le film. Une certaine réalité. On maintient une certaine réalité au même titre qu'un film. Tant que
le peintre, enfin tant que je peins, et je rentre dans le détail, c'est l'équivalent d'un rêve avec cet objet maintenu pour maintenir la toile, pour maintenir le sujet. Maintenir en tout cas le sujet. Le sujet. Et du coup, qu'est-ce que justement en reprenant cet ethnologue, qu'est-ce que toi tu reprends de ces toiles du coup? Puisque tu nous expliques que justement ce sont un rêve projeté, à part le symbolique de la réalité, quand tu prends, qu'est-ce que toi tu en reprends de cette toile du coup? Ah, ben je reprends simplement un bien-être, c'est un peu comme être installé dans un fauteuil de cinéma et puis regarder le film. C'est la même chose. Alors si le film est parfait, on n'est plus dans la salle. Bon, c'est exactement le point, sans trop grandir la chose, mais c'est exactement le point crucial du peintre, pour ma part, du fait de rester dans la toile, d'avancer dans la toile en fait. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans ce paysage-là, c'est pas simplement un paysage, mais c'est un état d'être. On devient, on rentre dans le paysage. Et quand tu rencontres justement, après il y a ton rêve, on a compris, il y a ta peinture, et quand les spectateurs viennent, ils ont eux aussi leur propre personnalité, leur propre vision, et quel est le je vais pas dire ça, quelle est leurs premières idées? Est-ce qu'elles collent avec ton rêve, ou est-ce que justement leur questionnement t'amène justement à réinterpréter ton rêve, ta peinture? C'est-à-dire que bon, déjà le spectateur, il est intéressé ou pas, c'est assez flagrant. Soit il entre dans un style de peinture, sur un thème de peinture, comme par exemple les machines. C'est du visuel, ça. C'est du visuel. Il n'y a pas d'imaginaire. C'est de l'élégance et à la fois voilà, agréable à voir malgré tout. Soit il se dirige sur une espèce sur une fuite qui va être une balade au travers des fonds imaginaires comme la campagne. Alors soit ils partent dans cette campagne-là et ils découvrent, ils s'y promènent parce qu'il y a eu du détail de déposer. Sur feuillage, peu importe que ce soit à la limite, quoi. Mais du coup, en fait, ma question plus précisément, c'était quand tu rencontres les spectateurs qui regardent tes tableaux imaginaires, est-ce qu'ils, même avec les détails, est-ce que leur questionnement ou leur appréhension, par exemple, est-ce que quand tu dessines on va dire un cauchemar, enfin pas un cauchemar, pas aussi fort, mais quelque chose qui pour toi a été assez désagréable, je sais pas, peindre un imaginaire d'un détritus en plein milieu de la nature, est-ce que justement ce genre de sensation, ils ressentent la même chose, ce qui serait très bien, mais moi ce qui m'intéresse, c'est quand ils sont en désaccord avec toi, comment toi tu le prends et comment ils le prennent eux. Ouais, voilà. Oui, je leur laisse le partage total. C'est-à-dire que j'ai pas déjà d'influence, je les laisse parler, et puis de là, ils font part comme quoi ils n'apprécient pas du tout cette espèce de rêve qui serait à la limite cauchemardesque, ou au contraire, qu'ils l'apprécient bien, parce qu'ils font référence à cette intimité-là, à la couleur, et là c'est très partagé. Donc il y a le résultat, en fait, c'est un éventail de pensées quoi, de la part du public qui est... Donc on revient, donc la question que je te posais, c'est est-ce que ce que les gens te rapportent de leur vision sur ta peinture a une influence sur tes prochaines peintures? Non, pas du tout. Pas du tout. J'en retiens simplement la critique qui sera bonne ou mauvaise. Mais non, ça me touche pas, parce que de toute façon, c'est l'évolution du peintre, le rêve, hein, c'est un rouleau qui avance. On ne change pas. Enfin, certains peintres changent bien sûr d'atmosphère. Mais non, parce que c'est une façon d'être. Donc, on ne peut pas être ébranlé par un avis
ou des avis, c'est pas suffisant. Par contre, il y a peut-être une petite variante qui va faire que il faut aller quand même vers le public. Donc il y aura une légère variante sur la scène de théâtre, quoi, sur le sujet, les sujets. Mais malgré tout, ça reste très intime. Bon, si je peux avancer un peu dans ce sens, pourquoi l'intimité de la campagne, de la nature, pour aboutir, pour aller au fond de ce qu'on désire, de ce qu'on attend, du bien-être qu'on ressent. Et d'ailleurs, toute personne qui se promène dans une certaine nature, même si elle n'apprécie pas la nature, elle trouvera à un moment donné sa préférence. Donc on est quelque part, on est tous quelque part dans cette fuite-là. Voilà, on capte ou pas, il capte ou pas la solution. Du coup, mon avant-dernière question, ça va être au niveau entre toi, la réalité et justement cet imaginaire. La préférence entre les deux pour toi. Est-ce que la réalité est vraiment manque d'imagination? C'est un peu délicat. Enfin non, c'est délicat dans le sens où la question est vaste. Elle est vaste et elle va de toutes parts. C'est un phénomène de société. Non, on partage les deux, bien sûr, heureusement. Mais on partage les deux dans le sens où quand on a besoin d'adhérer à de retourner dans le rêve, voilà, avec les années qui passent de pratique, de pratique, de technique, on y retourne facilement. J'y retourne facilement, sans problème quand même. Maintenant, le fait de s'en défaire, c'est un peu comme une drogue. Le fait de quitter la toile le soir, c'est assez difficile, oui. C'est vrai que c'est assez difficile. C'est vraiment l'équivalent d'une drogue. Bon, maintenant, voilà, la page est tournée sur le lendemain, et puis on attend, si cette toile-là est finie, si cette scène-là est finie, on attend la prochaine. Elle viendra de toute façon. Alors elle vient, si je peux aller dans ce sens-là, énormément par la musique. La musique, c'est un point d'élévation extrême. Oui, ça a beaucoup de rapport justement avec la nature, la musique. Avec la nature. Après, ça dépend quelle musique. C'est sûr que du hardcore, du trash hardcore, ça va pas trop le faire. Oui, non, toute forme de musique. Toute forme de musique. On capte, enfin oui, évidemment, on capte pas toutes les musiques, quoi. Bon, j'ai la chance d'apprécier beaucoup les musiques en général, peut-être un peu moins de jazz. Et ça permet d'avoir quand même des sujets qui sont assez précis aussi. C'est le paquet cadeau. Ok. Bon, en tout cas, Pierre, on te remercie pour ta présence. On te retrouve à la Galerie Monod du 2 au 14 juillet avec le vernissage samedi 7 juillet de 18h à 21h à la Galerie Monod, 16 rue du Hessan à Paris 15e, métro La Motte Piquet-Grenelle. Donc, Pierre, encore merci pour le temps que tu as passé avec nous. C'est moi. Et puis, on te dit à bientôt. Très bien, merci bien. Ciao, ciao.